Bonsoir chers internautes. Comme prévu, vous savez que ce rendez-vous était fixé depuis hier et il était convenu qu'on devait débuter en principe à 19 h. C'est vrai que j'accuse un retard de 11 minutes, je m'excuse déjà pour ce retard. Je tiens ici à préciser que nous avons choisi ce sujet aujourd'hui parce qu'il n'est pas, c'est un sujet plus que d'actualité et qui a je voudrais dire, des connaissances, des informations qui sont peu connues par les Camerounais. Ici, nous parlons de la guerre ou bien de l'affaire de la succession à la chefferie Bangou. Vous savez très bien que le chef Tayo, entre guillemets, parce qu'il est contesté depuis 39 ans de qu'il était père son âme, qu'il était à la chefferie, il était contesté vraiment par les communautés Bangou qui estimaient que ce dernier ne faisait pas partie, n'était pas du moins le fils de l'ancien chef Bangou décédé à la personne de Djomo II Christophe. Alors, au regard de cela, les gens ont émis des doutes sur sa crédibilité. D'ailleurs, c'est ce qui pose encore un réel problème aujourd'hui dans la communauté Bangou. Son corps est encore là, on n'arrive pas à trouver une solution. Et maintenant, il s'avère qu'il y a une figure de proue qui a beaucoup combattu contre le colonialisme français au Cameroun, en pays bamileke. D'ailleurs, je vais préciser ici que pour ceux qui ne connaissent pas, Bangou est un arrondissement situé dans la région de l'ouest du Cameroun et je crois que ça dépend du département du Kunki Bafan. Bangou est non loin de Bamna qui est par ailleurs mon village. Bangou, c'est le village où la défunte mère de Bangou, normalement de Chantal Bia, était mère. Elle a épousé M. Boutouan qui est de cette localité. Donc je tenais à préciser ici que si nous avons mis en titre, évoqué en titre le cas d'Albert Bernard, de Paul Bernard, autant pour moi, Kemayou, c'est parce qu'il fallait qu'on recherche l'histoire du Cameroun et que les gens comprennent davantage ce qui se passe. Pour développer ce sujet, nous aurons avec nous le consultant permanent du TGV de l'information, à savoir, et par ailleurs, le représentant de la brigade anti-Sardina au Cameroun, Roger Chantal Tuillier, qui arrive quelques minutes seulement. Nous aurons également un historien qui a beaucoup travaillé sur ce sujet de la communauté Bangou, à savoir le docteur Ferdinand Nana, qui va intervenir parce qu'il a fait tout un grand travail à ce sujet. Donc nous voulons ici travailler dans un sens objectif d'impartialité pour essayer de restituer l'histoire. J'ai envie déjà de préciser ici que de vous faire une petite historique de M. Paul Bernard Kemayou. Pour ceux qui ne le savent pas, il fait partie du 12e chef de la communauté Bangou. Il a régné de 1948 à 1959. Il était donc celui-là qui a été pourchassé par les Français. Il s'est enfui du Cameroun pour le Ghana. Il s'est d'abord exilé à Kumba. Il quitte de Kumba pour le Ghana en 1961. Du Ghana, donc, il se rend en Chine et de la Chine, il revient donc au niveau de la Guinée. Il sera au niveau de la Guinée-Conakry où il est empoisonné le 17 octobre 1997. Il décède ainsi à l'âge de 47 ans. Paul Bernard Kemayou, c'est quelqu'un, un résistant qui a combattu aux côtés des personnes comme les Félix Mounier, Ene Wandi, Martin Singa ou Ruben Oumnoube. Beaucoup ne le savent pas parce qu'il n'est pas trop cité dans l'histoire du Cameroun. Également, il faut tout également préciser ici que son engagement au pouvoir consistait à combattre le colonialisme français et comme je vous le disais, c'est ce qui a valu son exil. Jusqu'ici, on évoque, nous apprenons qu'il n'est pas encore inhumé. Et je précise qu'il est le fils du roi Sinkep Charles et de Mefuyumbi. Donc, il est né, autant pour moi, en 1968. Mais sans plus tarder, je vais inviter ici le consultant Chantal Roger Tuillier,
qu'il nous dise quelques mots sur l'actualité. Bonsoir Chantal Roger, avant d'entrer dans le vif du sujet. Bonsoir à nos amis internautes du Cameroun et de l'étranger. Je voulais vous redire ce que j'ai dit hier au travers de la page d'un d'entre vous, à savoir nos amis anti-Sardina qui nous ont fait l'honneur de nous choisir comme le représentant au Cameroun, que vous êtes l'âme du Cameroun, vous que le destin a su préserver en vous envoyant loin des miasmes de notre pays où tout s'effondre, où tout s'écroule. Il faut, au-delà, c'est peut-être le maître mot de cette soirée, qu'on retienne une chose: il y a le temps d'un temps. Et le temps d'un temps que nous vivons aujourd'hui exige que, solidaires, soudés, nous soyons face à l'adversité. J'ai moi-même ressenti cette solidarité à travers des problèmes immenses que j'affronte, que j'ai affrontés. Et vous avez été sentimentalement, moralement, financièrement à mes côtés. Un des vôtres qui est aux États-Unis, Bertrand, comment il s'appelle? Bertrand Tchapwa. Bertrand Tchapwa a d'ailleurs pris une initiative salutaire de nous ouvrir un compte online où massivement vous avez participé. On n'a pas pu faire les états aujourd'hui, de sorte que je pense que c'est lundi que l'argent sera à disposition pour nous permettre de faire face à toutes ces difficultés. J'annonce également ici que la brigade anti-Sardina programme pour très bientôt une descente à Yaoundé avec une grande marche pour une installation en fanfare de la section du Cameroun dont j'ai été fait président. La section qui hier a tenu de grandes assises à Paris sous la direction de Max et de beaucoup d'autres. La section des États-Unis également se porte très bien, qui nous a envoyé ses encouragements, c'est de félicitations, et qui a sollicité que le présentateur de cette émission, le président de la page TGV, votre serviteur Paul Chotadon et moi-même, fassions un déplacement là-bas aux États-Unis pour assister personnellement à ce qui s'y passe. Nous avons évidemment aujourd'hui choisi de regarder les chefferies traditionnelles, entre autres thèmes inscrits à l'ordre du jour, parce que celui qui bouscule le socle traditionnel en Afrique pervertit la nature même et l'origine même et la qualité même des hommes qui forment la société au Cameroun. Pourquoi? Parce que pour partir de ce qui est de l'Ouest Cameroun, il faut noter que c'est le ciment culturel, le ciment ethnique, le ciment tribal, au sens positif du terme évidemment, qui a toujours préservé l'Ouest des aléas négatifs de ce qu'on a appelé le modernisme envahissant, qu'il faut appeler au Cameroun par un autre thème les égoïsmes de ceux qui se sont accaparés des richesses de la République et qui sont contre ceux qui travaillent, ceux qui s'investissent et ceux qui pensent, qui rêvent Cameroun glorieux. Alors il y a effectivement, je crois Paul, qu'il faut planter le décor, cette tentative de déstabilisation de la structure cheval à l'ouest de la République. Pourquoi l'ouest? Parce que l'ouest, en dehors du nord, de quelques poches au nord, est devenu le principal adversaire du système en place. Il faut casser les chefferies de l'ouest Cameroun par tous les moyens. Pour l'Adamaoua, c'est fait, il n'y a plus de chefs, craint, tous ont été embrigadés au sein du RDPC. Pour Garoua, c'est fait avec la politisation à l'extrême. Là-bas, voyez-vous, le Lamido de Garoua est vice-ministre dans le régime de Paul Biya. Du temps de Lamido Ayatou, le père de celui qui est là maintenant, le père de Issa Tirouma Bakari, l'actuel ministre de la Communication, était griot au Lamida de Garoua. C'était un griot qui s'assoit à terre et qui chante à longueur de journée. Eh bien, ce que Paul Biya a fait, dans la même logique de déstabiliser les chefferies traditionnelles, vous voyez, je suis un peu dans mon domaine, j'ai fait sciences politiques quand même un peu. Eh bien, Paul Biya a fait, parce que le Lamido de Garoua était redouté de diriger les Peuls, qui étaient réputés à l'époque des irréductibles. Eh bien, le Lamido de Garoua est devenu une cible pour le régime de Yaoundé. Et donc, on a pris un homme loin de Garoua, dont on a fait Premier ministre.
Beloguba Maïgari. C'était les premiers coups qu'on a assénés au Lamida de Garoua, qui gênait déjà Mohamedou Talba Badamasi Aïdjo, c'était son vrai nom. Et pour parachever l'œuvre, Paul Biya a nommé le fils du griot ministre dans son gouvernement, et l'a nommé l'Olamido vice-ministre. C'est-à-dire que désormais, c'est l'esclave qui commande l'Olamido à Yaoundé. Quand ils vont à Garoua, Issa Tirouma s'assoit sur la natte, mais quand on arrive à Yaoundé, eh bien c'est l'Olamido qui s'assoit pendant que Tirouma arrive en dernier lieu avec les honneurs dus à son rang. Cette situation, évidemment, pour anéantir la structure chefale à Garoua. C'est les mêmes combats qu'il y a eu au temps d'Aïdjo. Il faut repositionner le débat côté historique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la majorité des chefs légitimes de l'ouest du Cameroun ont pris fait et cause pour les nationalistes. Les nationalistes dont Ernest Ouadjie est devenu le leader de la nouvelle armée de libération du Cameroun, qui était donc majoritairement UPCiste. Avec la grande campagne militaire menée essentiellement par les Saras, parce que ce n'étaient pas des Camerounais, des Saras venus du Tchad, et ce qu'on appelait les honorables correspondants, c'est-à-dire des guides militaires français, des inspecteurs militaires français qui donc formaient l'armée du Cameroun et ces Saras, eh bien on a entrepris de bousculer ces chefferies, bousculer au sens sauvage du terme, et d'en assassiner quelques-uns bien sûr. Résultat, beaucoup de chefs de l'Ouest, conscients que le Cameroun devait être indépendant, devait assumer son destin, devait devenir un pays libre et devait gérer son sous-sol, parce qu'à l'époque, un des grands combats entre les nationalistes et la France tutélaire était que le sol du Cameroun appartient à celui qui en est propriétaire, mais jusqu'à 100 mètres seulement. Au-delà de 100 mètres, 150 mètres, le sol appartient à l'État. Et l'État à l'époque appartient à la France. Et le gouvernement d'Aïdjo a dû consentir à d'énormes concessions pour rester au pouvoir. Et pour isoler ces chefs traditionnels qui, pour sauver leur vie, ont dû choisir le chemin de l'exil. Quelques-uns sont allés à Accra, d'autres sont allés à Conakry. Et celui dont nous allons parler aujourd'hui, le chef de Bangou, pour le 12e chef. Le 12e chef de Bangou, qui a pris fait et cause pour les nationalistes, pour la libération du Cameroun, qui a reçu des UPCistes qui venaient s'y réfugier et qui est devenu la bête noire d'Aïdjo. Eh bien, M. Kémajou a choisi de s'exiler à Conakry pour échapper à la mort, pour échapper à la barbarie du régime néocolonial qui est installé à cette époque-là. Donc, c'est de ce sujet que nous allons, je crois, débattre ce soir en sujet central avec les différents invités, les successeurs, les porte-paroles, ce grand conflit, parce qu'aujourd'hui il y a un grand conflit là-bas qui risque de... C'est un historien qui va intervenir. Voilà, un historien essentiel. Voilà, qui risque de dégénérer en conflit armé là-bas. Et pour dire une chose, que ce conflit armé évidemment sert le pouvoir. Parce que quand le pouvoir sera arrivé, il va arriver comme pour séparer la bagarre, alors qu'il aidera à affaiblir les deux camps pour implanter un système qui n'a ni visage, ni pensée, ni racine, et pour pouvoir mieux le téléguider. Voyez-vous ce qui fait peur au pouvoir en place à l'ouest de Bamileke, c'est que c'est un bloc. Quand vous venez d'une chefferie comme celle de Bafoussam, qui est justement le chef Ngombe, un des plus anciens, de cette affaire, la dynastie des Bafoussam est la plus ancienne, telle que répertoriée aujourd'hui par les historiens. Donc quand on aura réussi à déstabiliser ces chefferies encore légitimes, on atteindra un système aphone et sans face. Aphone parce qu'elle ne pourra plus parler. Vous savez, à Bafoussam et dans les sociétés Bamileke, vous arrivez et on vous prête le dimanche 15 millions sans un seul papier signé. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la parole donnée, il y a la foi en un système, il y a la foi au chef, qui d'ailleurs en termes bamileke s'appelle le fort. Et d'ailleurs tout le monde un peu dans la lignée porte, dans une moindre dimension sans doute, mais il y a toujours le nom du fort qui ressort. La mère du chef d'ailleurs est la Mafo, c'est-à-dire la mère du chef. En ceci que le chef n'est pas
non le chef pour lui-même, mais une sorte de coordinateur de la société traditionnelle. Et qu'au lieu de parler de féodalité, il faut parler d'organisation structurée. Alors, c'est cette structuration de la société bamileke qu'il faut casser aujourd'hui. Elle a entamé que on prenne dans une société comme, dans un pays comme, dans un royaume comme Balachi, eh bien, qu'on y injecte un monsieur qui s'appelait Fouffé Joseph, qui était très proche de Paul Biya. Qu'on y intègre des jeunes qui n'avaient pas le droit au chapitre, qui étaient même légèrement, pour rester poli, impopulaires. Je veux parler de Théodore Lando. Et qu'on en fasse un ministre. Dès qu'on en a fait un ministre, on a éclaté la chefferie. Parce que du coup, il y a ceux qui acceptent le politique et ceux qui pensent que le chef doit rester apolitique. Vous avez les mêmes principes, je voulais chuter par là, pour la société, pour le royaume de Banjul. Pour le royaume de Banjul, où il y a eu Nyekanga, que quelques-uns ont accusé d'être un peu en dehors de la lignée chevale. Et dont l'héritier était naturellement un monsieur qui s'appelle Jackson Kanga, que tout le monde connaît bien pour avoir été le bâtonnier des avocats du Cameroun. Alors, normalement, au décès de monsieur Nyekanga, c'est donc bien monsieur Jackson, choisi par les notables par ailleurs, qui devait arriver comme chef. Il est intervenu une autre bagarre au cours de laquelle l'administration a intervenu et qui a mis monsieur Pokam, qui est là maintenant comme chef, qui est alors lui-même, pardon de dire les choses comme ça, manœuvre à Kribi, à Niété, précisément dans une plantation d'Eveya. Elle en est devenue stupide de penser que M. Garga Amanadji a battu M. Kamto dans plusieurs régions à l'ouest, dont dans son propre village. Était-ce possible qu'un monsieur qui est Baham, savez-vous, les Baham, c'est parmi les plus conservateurs à l'ouest, qu'un fils de Baham ait perdu des élections dans cette région? Eh bien, le chef qui a pris de Baham, par ses administrés, par les populations en colère, et a vu sa vie sauve d'avoir refait appel à quelques notions de marathon qu'il avait, je crois, apprises à l'école primaire. C'était pour achever dans une dimension, dans une autre un peu ironique. Mais voilà un des thèmes de ce soir, qui est un des thèmes centraux de l'intégration de l'Occident, de la politique politicienne dans les chefferies à l'ouest. Parce que quand on aura pris tout à l'ouest, il restera sans doute M. Bouchigué, qui n'a rien à voir avec la chefferie, mais qui, à force de milliards, désormais a son mot à dire quand on parle à la chefferie Bafoussam et qui pense qu'il pourrait acquérir des titres puisqu'on les vend maintenant. C'est un peu le cas à Baganké, où le chef, désormais très impliqué dans la bagarre politique, a pu faire épouse pour un des candidats et M. Yati du même parti, du RDPC. Je vous prie de mettre de partager parce que les gens signalent. Et M. Nyati Fendi Marcel a lui-même décidé de faire de son fils, je crois qu'il s'appelle Eric, le prochain maire de Bangladesh. Alors voilà l'intrusion entre le politique et le traditionnel. Donc méfiez-vous, il faut que je répète ce que j'ai dit. L'ambition n'est pas tant de nommer un nom, mais de casser la structure traditionnelle en matière de chefferie à l'ouest et de faire de ce peuple dynamique un peuple sans histoire, un peuple sans repères et un peuple sans socle traditionnel, ce qui jusqu'à maintenant a fait la force des peuples bamileke. Alors, disons, vous avez là évoqué effectivement l'infiltration du politique dans les chefferies traditionnelles. C'est d'ailleurs pas un secret de polichinelle. Je voulais d'ailleurs préciser ici dans les travaux de Paul Tchakounte, en 2008, lorsqu'il avait fait une licence, il a précisé l'administration coloniale sollicite le concours des chefs traditionnels pour mettre la main sur les bandes des amis. En tant qu'auxiliaire de l'administration, le chef se doit de donner des renseignements utiles pour la lutte contre la rébellion. Alors, il évoque là dans les travaux qu'il a effectués le cas de Paul Bernard Kemayou, en indiquant qu'il faut dire qu'il était UP6, Paul Bernard Kemayou était UP6. Les colons utilisaient des chefs
comme des indices, comme on appelle trivialement, des personnes qui ont des informations utiles, comme le mouvement anti-français, qui a vu le jour au Cameroun. Est-ce qu'on a comme impression que jusqu'aujourd'hui, on a encore ce système néocolonial qui continue à perpétuer, à politiser les chefferies parce qu'on a constaté que... C'était même plus féroce encore, mon cher Paul, parce que dès lors que l'administration qui vous trouve en place comme chef, ce qui n'était pas le cas dans les chefferies traditionnelles, dans les zones Beti et Wondoboulou. Qui devient chef dans les zones Beti et Wondoboulou? C'est généralement le jeune garçon intelligent qu'on a envoyé à l'école, pour le cas d'espèce, à l'école allemande, et qui apprend à parler l'allemand. C'est lui que la communauté généralement acceptait comme le nouveau leader. Vous voyez, on a déjà fait un pas de côté avec la tradition qui faisait du chef le leader psychologique, traditionnel, culturel. C'est le cas, pour illustrer, de la chefferie des Ewondo à Ifoulan. Voyez-vous, le chef Charles Atangana n'était pas le chef de cet endroit. Il faut qu'on commence à dire des choses. Et d'ailleurs, il ne s'appelait pas Charles Atangana, il s'appelait Awal Manga. C'est comme ça qu'il s'appelait, et on va peut-être soulever quelques petites polémiques, des gens vont se fâcher, mais il était un esclave. Il y a un autre qui était né au sud du Cameroun, qui a suivi à peu près le même cheminement, qui s'appelait Martin Paul Samba, de par les Allemands, parce qu'on a réussi à faire des actes de naissance, mais sur le tard. Mais dès lors qu'on avait décidé de vous adouber comme quelqu'un qui était l'auxiliaire d'administration allemande, eh bien, on faisait de vous un chef traditionnel également et on vous adoubait en tant que représentant de l'administration. Et lui, Martin Paul Samba, s'appelait en réalité Mebenga Mintounou. Mebenga Mintounou. Vous savez, pour sortir un peu du Cameroun, pour dépassionner, parce que chaque fois qu'on parle du Cameroun, cela soulève des querelles, l'exemple du Tchad, où M. Boukouni Ouédé, que le chef Toubou, il était lui le chef Toubou, descendant de son père qui était chef supérieur Toubou. Eh bien, parce qu'il n'a pas été à l'école, du moins autant qu'un fils d'esclave qui s'appelait Hissène Abré, parce que c'est Hissène Abré qui transporte la natte, écoutez-moi très bien, la natte de M. Boukouni Ouédé quand celui-ci va prier à la mosquée. Alors l'administration choisit M. Hissène Abré comme porte-parole de M. Boukouni Ouédé. À cette époque-là, le Tchad est en pleine ébullition. Et M. Boukouni Ouédé, dont quelques-uns, le docteur Abbas Sidique, le docteur Amat Assil, lui-même Boukouni Ouédé, crée ce qu'on appelle le Bunt, le gouvernement d'union nationale de transition. Et à l'époque, M. Hissène Abré n'est que le porte-parole de M. Boukouni Ouédé, qui en est le président. Vous voyez toute la chimie qui a suivi avec l'affaire Madame Claustre, avec la bénédiction de la France, pour faire que M. Hissène Abré devienne comme chef, c'est comme ça qu'on appelait commandant en chef des forces armées tchadiennes, et pour renverser à la fin le Boukouni Ouédé. Le cheminement est le même, le typique dans les sociétés traditionnelles du sud du Cameroun, où celui que l'administration a choisi a généralement remplacé le chef légitime. Alors, ce qui s'est passé à l'ouest, bien sûr, dans certaines chefferies, a calqué ce schéma. Sauf qu'à l'ouest, il y a eu des résistances. Ceux qui sont allés en Guinée pour sauver leur vie, en abandonnant femmes, enfants, pouvoir et plantations, vous savez en quoi c'est important, une plantation à l'ouest du Cameroun pour un chef. Eh bien, après la période des grandes répressions, sont revenus au Cameroun et pour la plupart ont été tout naturellement réinstallés à leur trône par les populations qui se sont opposées massivement, totalement à la mascarade qui avait voulu que des usurpateurs, pardon de dire la chose aussi violemment, aient pris la place des chefs légitimes, des chefs choisis par la tradition. Donc, le fait de la chefferie dont nous allons parler aujourd'hui rentre en pleine ligne de ce que nous allons regarder aujourd'hui. Des telles velléités ont failli être également suscitées dans le royaume du Ré-Bouba à la mort de celui qu'on appelait le Baba. Rappelez-vous, il y a un Boubakari qui est arrivé aux affaires et qui est mort quelques temps après. Il est sans ancêtre qui pouvait donc rendre compte au nom des ancêtres et donc puiser sa légitimité de ce que les ancêtres de tout le monde qui sont morts contrôlent le royaume dans sa bonne marche. De ce que ces ancêtres qui sont morts assistent le chef dans la marche des affaires du royaume.
Voyez-vous, la chefferie traditionnelle à l'Ouest, elle a le mérite, ce qui rend quelques-uns jaloux, de descendre directement sur une chefferie légale, légitime, autonome et populaire. Dans le royaume dont nous avons la charge de développer aujourd'hui. On a la chance, je crois, d'avoir quelqu'un qui... Non, la personne qui va intervenir, c'est l'enseignant, le docteur Ferdinand Nana. S'il est là, je pense que... Parce qu'il a mené un travail énorme sur le sujet particulier de Bangu, avec le chef, ce qui concerne le roi Kemayou Bernard. Donc je demande si, le docteur Ferdinand Nana est là, qu'il fasse juste un commentaire pour que je puisse l'inviter à participer au live. Juste un commentaire pour que je puisse l'inviter. Je lui puis lui laisser un commentaire. Ou bien le demander, qu'il demande tout simplement à être identifié sur le live pour que je puisse le prendre. Donc je prie le docteur comment Ferdinand Nana, s'il est là, si Ferdinand Nana est là, je lui demande juste de laisser un commentaire ou à défaut de demander à être identifié sur le live pour que je puisse le prendre parce qu'il va développer, il va faire tout un développement sur ce sujet. Il a travaillé énormément dessus. Vous connaissez également Bangu, vous connaissez, c'est une chefferie qui a connu pratiquement plus de 14 chefs traditionnels en attendant que le docteur me fascine. Alors Chantal Roger, est-ce que vous avez l'impression de comprendre pourquoi? Parce qu'il s'est dit que le chef qui est décédé récemment, je pense que c'était le 15 novembre dernier, quand il dit qu'il s'est devenu la mort, d'après les investigations que nous avons menées, ce dernier a pratiquement, à lui seul, on a découvert qu'il a pratiquement 3 actes de naissance. Alors, il s'avère que les investigations, avec quelques documents à l'appui, nous avons constaté que le sous-préfet, je crois effectivement à la mairie de au 3e adjoint du maire, je crois ici nous sommes à Melon, a constaté que le véritable nom, alors le nom même qu'on lui a attribué, ce n'est pas le nom en fait qu'il porte. Alors le nom, je crois, c'est Kesembu Marcel. Voilà le nom, d'après la souche qui a été retrouvée, vous pouvez consulter, je pourrais distribuer le document, voilà. La souche qui a été retrouvée au niveau de la mairie de Melon, dit ici, je lis, d'après le maire Aboubakar Garba, 3e adjoint au maire, c'est attestation de conformité d'existence de sous-acte de naissance numéro 2017 LT 281 AC 538 qui je sous-signé, maire de la commune de Melon, atteste qu'au regard des registres du centre d'état civil de Melon, détenu par les archives de la commune de Melon, l'acte de naissance numéro 38, dressé le 10 mai 1947, au centre d'état civil de Mouroukou, au nom de Kesembu Marcel, né le 8 mai 1947 à Mouroukou, est conforme à l'existence de la souche, ainsi que l'authenticité des signatures qui sont apposées ne souffre d'aucune contestation et ne devrait pas, par conséquent, faire l'objet d'aucun doute. Par ailleurs, nous constatons ici qu'au niveau de la mairie de, je crois ici c'est la mairie de Bangu, le maire, je crois le document établi le 4 octobre 2013, dit le sous-préfet, nous sommes ici, oui, le sous-préfet effectivement, le sous-préfet de l'arrondissement de Bangu sous-signé atteste qu'après avoir mené des recherches, la souche de l'acte de naissance numéro au nom de Tayou Marcel, né le 5 mai 1947 à Bangu, fils de Njomu Christophe et de Makumbu Elisabeth, n'existe pas dans les archives de la sous-préfecture. Mairie de Bangu, en foi de quoi la présente attestation est établie pour servir et valable ce que le roi. Alors, d'après les enquêtes que nous avons menées, Chantal Roger, il explique, nous avons appris que le maire Tayou est originaire de Bamidou. Sa maman est venue avec lui à la chefferie Bangu quand il était encore, il avait vu le jour du monde. Et le chef de l'époque n'ayant pas décidé de l'expulser de la chefferie. Alors, comment qu'est-ce qu'il peut justifier qu'un maire, qu'un individu de la sorte
se permettent d'établir des actes de licence pour s'attribuer, parce que c'est effectivement le nœud gorgé du problème qui sévit à Bangui aujourd'hui. Parce que l'établi qui n'est pas le fils légitime, le fils légitime du maire, en fait de l'ancien chef, à savoir Njomo de Christophe. Il n'est pas établi qu'il est son fils. Oui, vous voyez, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'était les manipulations de l'administration qui, si elle avait trouvé une oreille plus attentive, plus réceptive auprès de quelqu'un qu'on ne peut quand même pas s'empêcher d'appeler usurpateur, eh bien, lui octroyer les moyens, quitte à manipuler les certificats d'état civil pour lui donner une certaine légitimité. Mais dans certaines sociétés, celui qu'on avait installé, qui était rejeté, je dois préciser que pour certaines chefferies, on brûlait carrément la chefferie pour montrer qu'il n'y a pas de chef ici en ce moment-là. Et que donc celui qu'on installait, ce serait un régent, savait qu'il était le régent et se présentait comme tel, savait qu'il gouvernait tant que le chef légal légitime était en exil. Et que dès que celui-ci reviendrait, il reprendrait sa place. Alors, dès que celui-ci, qui fait l'objet du débat de ce soir, s'est installé et s'est présenté comme le chef légitime, eh bien, il y a eu un problème puisque le chef légitime, lui, se trouvait être à Conakry. D'ailleurs, je crois, a continué à être une menace par son intégrité et par sa proximité avec les combattants pour l'indépendance du Cameroun, puisque à un moment donné, un député qui a été fortement indexé dans l'empoisonnement de ce député-là, d'un hôtel de la ville, de Yaoundé, un des grands hôtels de la ville, eh bien, ce député-là a été soupçonné d'avoir participé à l'empoisonnement, d'être allé à Conakry, soi-disant, pour faire ses affaires. Je dois préciser qu'à Conakry, à cette époque-là, il y avait un homme qui s'appelait Ahmed Sékou Touré, qui en 1958 avait dit non à Charles de Gaulle, et que donc il n'y avait rien à faire à Conakry en termes d'affaires. La vie était stagnante, les enseignants étaient partis, tous les Français étaient partis, il n'y avait pas d'industrie. Qu'est-ce qu'un député pro-français pouvait-il aller chercher à Conakry pour aller rencontrer, puisqu'il a rencontré effectivement le chef dissident qui avait refusé la mainmise de la France. Vous savez, l'administration à cette époque-là avait ceci, que quand elle vous avait choisi, elle décidait de vous couper même de la base de votre peuple. Et dès que vous aviez, après avoir accepté de travailler avec quelques autres relations, quelque chose qu'elle soit même avec votre peuple, eh bien vous taxait de traître et vous réservait un sort des plus violents. Rappelez-vous de Neyim Kamdem, qui a été ministre de la Santé et qui a subi les foudres de l'administration. Je dois préciser qu'il a été mis à mort par le pouvoir de M. Aïdjo après avoir été le plus jeune ministre de la Santé. Rappelez-vous de cet autre député qu'on appelait Niatadé, qui, parce qu'il voulait écouter ce que disaient les nationalistes et écouter ce que disaient les populations, avait été taxé d'être une taupe et avait été taxé de renseigner l'administration et de renseigner les nationalistes. On peut également rapprocher cet autre fait-là d'un autre élément. Mais voyez-vous, il y a eu une kyrielle de ces événements d'usurpation. Mais chaque fois, heureusement, dans certaines chaufferies, celui qui avait été installé se considérait comme un régent. Et il savait qu'il était là du temps que l'autre, le vrai chef, revienne aux affaires. On a la chance d'avoir autour de nous aujourd'hui quelques ressortissants de cette région-là qui, je crois, vont intervenir ici pour rétablir l'autre pan de la vérité, cette émission étant une émission de débat. À l'ouest du Cameroun, je reviens sur ce que j'ai dit à l'entente de mon propos, il y a effectivement la bagarre pour disloquer la société traditionnelle et pouvoir gérer l'électorat de l'Ouest en toute liberté, autant que ce qui se passe chez moi dans la région de l'Est de la République, où la société traditionnelle a été diluée, a été démantelée, a été soumise, et où l'administration désormais fait passer ses desiderata par des chefs qui sont devenus purement et simplement des auxiliaires de l'administration. Je pense, avec vos éclairages,
puisque vous êtes un peu de la région, on va y voir un peu plus clair. Mais voilà, pour planter le décor, un peu ce que je voulais dire sur ces chefferies et les bagarres qu'il y a eu entre le colon et l'authenticité des chefferies. C'est peut-être l'endroit de saluer le chef Soukounjou, qui doit être à sa 110e année, qui est toujours bon pied bon oeil, qui est alerte et qui est à ce sujet-là une véritable mémoire vivante. D'accord, nous constatons que le docteur Ferdinand Nana rencontre des difficultés. Je ne sais pas ce qui se passe. Ce que nous allons faire, nous allons tout simplement le prendre par WhatsApp. Nous n'avons pas de choix. Nous allons le prendre par WhatsApp pour qu'il puisse intervenir, puisqu'il a travaillé sur ces sujets. Donc, nous allons le prendre là tout de suite. Alors nous avons là le docteur Ferdinand. Oui, allô Ferdinand. Allô docteur. Oui, bonsoir. Nous constatons qu'il n'est pas évident pour vous de nous rallier à partir du live. Oui, là nous sommes en direct. Nous sommes en direct sur Facebook. Je n'entends pas. Allô? Allô? Oui, vous m'entendez? Allô? Oui, allô, est-ce que vous m'entendez? D'accord, est-ce que vous parvenez à regarder le live? Alors, quel est, docteur, vous qui avez travaillé sur le sujet, quelle est la genèse du problème? Quelle est la genèse du problème, vous qui avez travaillé dans vos recherches sur le sujet? Plantez-nous le décor. Comment cela s'est-il passé? Pourquoi il y a problème aujourd'hui? Allô? Allô? Nous avons des difficultés. Nous avons des difficultés. Une minute là. Président, vous pouvez arrêter-nous de... Oh, c'est tellement compliqué à Bangou maintenant, tellement que la chefferie a été mise sous scellé. C'est le grand débat sur la succession aujourd'hui devient énormément politique. Un ancien ministre, le ministre Nana Sinkam, qu'on présente comme un des conseillers en matière économique du président Obiangema, du président Obiangema, semble très impliqué également dans l'affaire. Il y a les populations de l'autre côté, il y a l'administration, il y a le désir de ramener pour l'autorité la paix et l'ordre social, avec ce que cela comporte comme non-dit, d'assimilation évidemment et de brutalité. Du coup, le problème, comme je le disais, se pose de qu'est-ce que c'est que les sociétés qui sont encore en bloc. On a la même chose à peu près dans le royaume des Bamou, où il y a quelqu'un qui réussit à fédérer pour le moment
les populations autour du trône, malgré quelques velléités indépendantistes de M. Le maire de Fumban. Donc le problème, c'est vrai, se pose avec la plupart des domaines à l'ouest du contrôle des structures chevrales, des structures traditionnelles. Et le cas de Bangou, évidemment, est un cas palpable. Vous n'avez qu'à voir le nombre d'avis, le nombre d'intérêts, le nombre de discussions, de débats passionnés qu'il y a autour. Comme je disais, la chefferie a été mise sous scellé, n'est-ce pas? Et l'administration, qui craignait des risques de guerre civile, a demandé que tout le monde reprenne sa place. On a vidé, je crois, les populations de la chefferie. Elle est vide au moment où on parle, en attendant des élections qui rétabliront l'ordre ou qui laisseront passer le chef que l'administration, hélas, aura choisi pour représenter ses intérêts. Oui, il faut dire effectivement, quand vous parlez du scellé qui a été apposé à la chefferie, je voulais très vite lire le document en question. Et le document en question, nous avons ici sommation de libérer. En fait, avant ça, il faut dire, l'une des raisons qu'on évoque sur le décès du chef Tayo, c'est que c'est monsieur, je crois, il a été sommé de libérer la chefferie. Parce qu'on a constaté au tribunal de Bafoussam, on lui a demandé de fournir les documents qui attestaient qu'il est effectivement le chef, le fils du chef qui appartient à la lignée Djomo. Il n'a pas pu le faire. L'une des raisons qu'on évoque de son décès, c'est qu'il se serait suicidé parce qu'il y a eu cette sommation de libérer la chefferie et il a préféré se donner la mort. Donc je suis en train d'aller très vite là, chercher le document en question qui a été la sommation de libérer pour essayer de détailler, parce que nous avons dit que nous travaillons de façon objective, sans état d'âme. Donc si les gens estiment qu'ils ont des éléments prouvants, parce que nous avons vu, que nous avons annoncé ce direct, il y a une dame qui s'est beaucoup elle a utilisé des propos un peu déplacés. J'ai dit non, et si vous avez des preuves, des éléments que c'est, on n'est pas là pour pourquoi on n'est pas au tribunal, on est patio, il faut faire éclater la vérité. Et la chefferie Bangou est devenue en réalité une réelle préoccupation. Chacun détenant une partie de la vérité, toutes les participations sont attendues, voulues et souhaitées pour que triomphe la vérité et qu'enfin ce peuple paisible retrouve son chef, retrouve un dirigeant légitime et légal. Donc, plutôt que de se fâcher, on n'est pas là pour se fâcher, même si on n'est pas là pour s'embrasser à la bouche. Je pense qu'il faut apporter des papiers conséquents et convaincre de la justesse de ce qu'on affirme. Effectivement. Bon, d'accord pour continuer le temps pour moi de fouiller ce document, mais je vous dis et vous rassure que nous allons prendre le docteur par appel normal parce que nous avons constaté que le réseau n'est pas, la qualité du réseau n'est pas bon. Elle n'est pas bon autant pour moi. Donc nous allons l'appeler là tout de suite pour qu'il nous donne son point de vue sur la genèse de ce problème. Son numéro, nous essayons de l'avoir en vrai. Je ne sais pas s'il a s'il peut se manifester. S'il peut se manifester. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. S'il a un autre numéro, je ne sais pas. Ok, là maintenant c'est sûr. Oui, allô docteur? Allô? D'accord, docteur, oui, c'est Paul Chouta. Nous avons souhaité vous prendre directement sur votre ligne parce que la connexion n'est pas bonne. La connexion, oui. Alors, vous demandez, docteur, la première question, qu'est-ce qui fait problème à Bangou aujourd'hui? Le problème Allô? Nous ne vous entendons pas. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Qui commence avec le règne de Paul Bernard Kemayo.
En réalité, je vais surprendre plus d'une personne. Le problème naît de la volonté de Paul Bernard Mayou de manifester ses idées panafricanistes. En réalité, il choisit de rompre avec la tendance qui voudrait que tous les chefs traditionnels soient alliés de l'administration pour se rallier au parti nationaliste et va militer grandement, ce qui suscitera donc des réactions administratives et dont le point culminant fut son départ de la chefferie en 1959. Et c'est ce départ qui pose donc le problème de succession. Et qu'il quitte la chefferie quelques jours après l'incendie, il va donc se réfugier dans les villages situés aux alentours de Bangou et laisser la chefferie vacante. De 1959 à 1967, cette chefferie reste sans titulaire. Par contre, l'administration coloniale choisit donc de mettre un intérimaire qui poursuit les œuvres de Koumayo jusqu'à 1967. Et en 1967, donc, les pouvoirs publics ont donc choisi de mettre un intermédiaire, ou bien un intérimaire, j'allais dire. Et cet intérimaire n'était là que pour attendre le retour du titulaire. Voilà donc un peu en bref l'origine du problème de succession. Alors, et comment expliquez-vous l'arrivée au trône de M. Tayo? Comment vous expliquez son arrivée? Est-ce que M. Kemayou, parce qu'il faut dire ici que après le départ de M. Kemayou Paul Bernard en 1959, le poste, en fait, la chefferie restera sans occupation, du moins sans chef, de 1959 à 1968. Alors, de 1968 à 1979, nous avons Jomo II Christophe qui arrive, qui est chef. Alors maintenant, comment vous expliquez que Tayo Marcel, qui occupe la chefferie et qui est, du moins d'après les informations que nous avons, explique qu'il n'est pas fils du chef Jomo Christophe. Comment vous expliquez son arrivée à la chefferie? Comment cela a pu être possible? C'est un concours de circonstances. Et le problème est très simple. Souvenez-vous que Paul Bernard Kemayou va en exil sous le règne d'Amadou Ahidjo. Et lorsque la chefferie est vacante, on fait venir Jomo Christophe comme intérimaire qui est en fait l'oncle de Paul Bernard Kemayou. À la mort de Jomo Christophe, il y avait donc un problème de succession. Et ce problème de succession est soldé par l'arrivée d'un autre intérimaire à la personne de Tayo II. Mais avant cela, il faudrait rappeler qu'il se pose un problème lié à la légitimité de Tayo II en tant que fils de Jomo Christophe. C'est ça le véritable problème. Il était là comme intérimaire, ayant en quelque sorte pris la peine de se faire passer pour le fils de Jomo Christophe. Et quand cette période, on ne pouvait pas faire revenir Paul Bernard Kemayou parce que c'était le régime d'Amadou Ahidjo qui pourchassait jusque-là les nationalistes. Et parmi ces nationalistes, il y avait l'Africain Paul Bernard Kemayou que je proposerais même d'appeler le panafricaniste. Donc, alors aujourd'hui, quel est le nœud du problème? Parce que la communauté Bango aujourd'hui est divisée parce que d'aucuns pensent qu'il faudrait qu'on restitue la lignée chefale. Et il y a d'un côté ceux qui penchent pour Tayo Marcel, de l'autre côté qui estiment que Tayo Marcel n'était pas chef et qu'il n'est jamais de la chefferie Bango. Ok, merci. Je dirais d'abord que vous devez vous référer à mes propos. J'ai dit bien intérimaire. Un intérimaire est quelqu'un qui est là juste pour attendre le titulaire. Effectivement. Maintenant, il faudrait prendre en considération un fait. Et je vous invite à regarder un peu autour du village Bangou. À Bandenkoff, ce problème n'a été résolu facilement parce que quand le titulaire est revenu, on a cédé le siège et il a repris ses fonctions. Maintenant, avant, ça a posé problème parce qu'en ce temps, le titulaire est décédé. Or, il y avait l'intérimaire et dans ces conditions, se référant à un principe qui voudrait que
c'est au funérail d'un chef qu'on puisse arrêter son héritier. Il faut qu'on revienne sur la lignée. En réalité, les fils de Komayou et consorts réclament tout simplement le retour à la légalité, à la légitimité. Alors, docteur, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, au regard de ce conflit, on pourra rentrer dans la restitution effectivement de la réalité, de la vérité? Vous pensez que c'est possible? En fait, c'est juste un problème de bon sens, c'est juste un problème de compréhension et qu'en réalité, les acteurs de ce problème sont conscients qu'il faudrait à un moment donné regarder l'histoire et choisir le bon côté. Nous parlons là quand même d'un panafricaniste qui a été banni du fait de ses idées. Donc je pense à mon humble avis que ce serait de bonne guerre qu'on revienne à la lignée de Paul Bernard Komayou. Est-ce qu'on peut, docteur, craindre une intrusion des pouvoirs publics dans le choix de l'éventuel successeur? Non. Dans l'optique de gérer à travers le successeur. En réalité, je voudrais bien rentrer dans l'histoire de Bangou pour préciser une chose. En fait, les pouvoirs publics sont là pour encadrer la légitimité. Tout ce qui s'est posé ce problème lors de l'arrivée au trône de Père Paul Bernard Komayou, où l'administration coloniale a procédé par les délibérations. En fait, ces délibérations venaient entériner la décision du défunt. Et vous êtes sans ignorer, si vous lisez le mémoire de Paul Chapoutier, vous verrez que dans ces délibérations, le chef de subdivision de Bafoussa a entendu, sur ordre du responsable de la région, Banlété, les notables. Et de cette consultation, nous avons pu observer que quand était pour Paul Bernard Komayou, soit pour Djobo Christophe et que n'avait pas assisté. Vous voyez donc que les pouvoirs publics viennent tout simplement coordonner. Il n'est point question qu'une décision administrative s'ingère dans la succession. Alors, je ne sais pas si Chantal, vous avez une question. Je pense qu'on ne s'est pas compris, docteur. À l'Ouest, c'est un fait récurrent désormais. Les chefs ayant déjà un salaire voté par l'administration, la plupart étant sénateurs, membres du bureau politique du pouvoir, du parti au pouvoir, est-ce qu'il y aurait, je parle au conditionnel, au nombre des difficultés du choix du successeur, une approche des pouvoirs publics tendant à rendre l'affaire un peu plus compliquée? Parce que si c'était aussi facile que vous le dites, et que tout va mieux dans le meilleur pays du monde, le successeur serait déjà choisi. Pourquoi ça bloque? Pourquoi ça coince? Bien, le problème coince parce que des gens ont pris la peine, à mon avis, de tisser des relations coupables qui visent tout simplement à pérenniser l'imposture. Je voudrais souligner que le fait que des chefs aient un salaire, c'est tout à fait normal. Parce qu'en réalité, ne perdons pas de vue avec la réorganisation administrative qui court depuis la période coloniale, que le chef est considéré comme un auxiliaire d'administration et comme tel doit avoir des évolutions liés aux services rendus. J'en veux pour preuve. Quand ces chefs percevaient les impôts, il y avait une redevance fiscale dédiée à ceux-là pour non seulement encourager leur collaboration, mais aussi pour récompenser un travail effectué. Cela, à mon avis, n'entache en rien le choix d'un chef. Pourvu qu'on insère ce choix dans les traditions, tout en s'adaptant au texte de la République. Maintenant, il y a également des relations coupables avec des liens avec le parti au pouvoir et des organisations politiques qui visent à pérenniser l'imposture. À mon avis, et ceci je m'appuie
parti au pouvoir et de leur appartenance politique pour instrumentaliser la vie dans des chefferies. Donc, à mon avis, je souhaiterais et je voudrais vous faire comprendre qu'en réalité, si l'administration accorde des avantages aux chefs, pourvu que cela soit dans des conditions requises et n'entache en rien le choix de l'héritier d'un chef, fût-il un chef mort en exil. J'entends bien, professeur, docteur. Est-ce qu'on peut, je veux être plus clair, avoir peur d'une intrusion des élites politiques dans le choix? Parce que sinon, le chef aurait déjà été choisi si ça avait été une simple question entre les notables et les différents successeurs. L'idéal et le désir des successeurs étant qu'il y ait un successeur, qu'à Bangou, il y ait enfin un successeur. Est-ce qu'on peut craindre l'intrusion des élites dont on dit qu'elles sont proches du pouvoir, le parti au pouvoir, et qu'elles sont très fortunées? Bien, merci pour vos questions. Cela me permet une fois de plus de revenir dans l'histoire de notre très cher groupement. Vous savez, même à l'arrivée de Paul Bernard Kemayou, ces élites ont joué un rôle coupable, notamment les élites de la ville de Douala et de Yaoundé, qui étaient suffisamment nantis. Et ceci avait même poussé l'administrateur colonial à dire que ces élites feraient mieux de se battre pour s'insérer dans la CAP et les assemblées. Ce qui m'aurait dit ceci, qu'en réalité, quelle que soit la puissance des élites, nous parlons là d'un fait traditionnel, des us et coutumes. Et il leur faudrait rester dans le code de succession, qui voudrait qu'une famille puisse assurer la pérennité et le pouvoir politique, descendant des pères fondateurs. Il s'agit ici de la lignée de Kwangon, et je pense sincèrement que les élites politiques devraient penser à autre chose, au développement, devraient penser aux actions sociales visant à promouvoir un développement participatif et en matière de tradition, on se réfère aux us et coutumes. Alors, docteur, nous sortons par cette question. À votre avis, quelle est la solution qu'il faut que vous préconisez, que vous suggérez pour sortir de ce conflit? Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour unir? La solution est simple. Je vais emprunter une phrase très courante. Qu'on remette à César ce qui appartient à César et que les choses rentrent dans l'ordre. En réalité, c'est un problème propre à une famille. Et cette famille devrait en principe s'asseoir et prendre un nouveau élan, sans ingérence extérieure et surtout en se référant sur les us et coutumes. Que dit la tradition en matière de succession d'un chef? Faut-il faire les enterrements d'un chef sans arrêter son successeur ou faut-il prendre un intérimaire pour remplacer un chef? Voilà des questions qui peuvent nous aider. Mais en ce qui me concerne, je suis favorable et je m'appuie sur les us et coutumes qu'on revienne à la légitimité et je vais m'ajouter l'égalité puisque ce dernier a été choisi conformément. Je parle de Paul Bernard conformément aux dispositions légales de l'époque. Donc il faudrait qu'on revienne là, qu'on se penche et qu'on essaye de voir comment on doit restituer à César ce qu'il appartient. Alors quel César dans le cas d'espèce? Voilà, dans le cas d'espèce, docteur, c'est qui César? C'est qui le successeur? Vous qui avez travaillé très longuement dans le dossier. Je ne suis pas dans les secrets des dieux. Même seulement, Paul Bernard Kemayou avait une famille. Il me souvient. Et quand on parle de famille, ce n'est pas seulement la famille nucléaire. Donc il revient à ses princes de s'asseoir et que de manière consensuelle de dire voilà, c'est lui qui peut continuer à pérenniser les œuvres de Paul Bernard Kemayou. Maintenant, quand vous me demandez c'est qui, je ne peux pas vous répondre c'est tel, mais je pense que
étudier les traditions. Moi, je me dis, c'est à la famille Paul Bernard Kamayo indépendamment de tout ce que nous pouvons penser, c'est mon point de vue. Et donc, la famille Paul Bernard Kamayo que j'ai dit que par César. D'accord. Vous parlez d'Aaron César, c'est la famille Paul Bernard Kamayo. Bien noté. Encore merci. Merci beaucoup, docteur, pour votre disponibilité. Mille fois merci pour ces éclairages que vous avez apportés. D'ici à là, nous vous souhaitons de passer un excellent début de week-end. Allô? Oui, allô, docteur. Oui, je vous écoute. Oui, nous disons merci pour votre contribution qui permet aux uns et aux autres d'avoir une certaine lecture de cette situation qui divise le village Bangou. Donc, nous vous remercions infiniment pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Merci. Merci. Alors, monsieur Chantal Roger, vous avez écouté le bout en bout du docteur. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Oh, peut-être que j'ai la dent dure, mais je ne pense pas avoir retenu quelque chose de spécial. Je suis désolé. Après l'intervention du docteur, qui lui-même est fils de Bangou, je crois, qui donc doit avoir un peu son camp. C'est dommage, ça transparaît dans ses propos. Il a passé le temps à nous dire qu'il faut dépassionner le débat, que le pouvoir doit revenir à César. Et il a fustigé le rôle des élites, ce que nous savions déjà, l'intrusion de certaines élites, nous connaissons que certains noms. Et le rôle de l'administration, nous savons de quoi il s'agit, nous avons les documents. Et la régence, nous savons parfaitement, puisque nous sommes dans ce dossier depuis pratiquement une semaine. Et de dire après qu'il faut rendre à César ce qui est à César, si c'était aussi facile, Bangou aurait déjà son chef. Or, la chefferie est mise sous scellé, nous sommes au bord de l'implosion. Je ne pense pas avoir retenu quelque chose de spécialement important dans l'intervention du docteur, qui est par exemple par extraordinaire, un monsieur sympathique du reste. Je pense qu'il faudra toucher du doigt le problème qui est celui de l'intrusion des élites dans le choix, celui du désir de l'administration de contrôler le chef, et celui de la famille légitime d'installer celui qui est légitime. Encore qu'à l'intérieur de la famille, il m'a semblé également qu'il y a quelques dissensions, tel pensant que ce serait lui, tel autre pensant que ce serait lui. Donc, il faut, comme j'aime à le dire, la palabre africaine, que les gens s'asseyent et se regardent dans les yeux pour l'intérêt de la communauté Bangou. J'ai par exemple mal compris que, je souhaite avoir mal compris évidemment, qu'il est dit que l'administration n'est pas un problème, que l'administration joue son rôle, qu'il est normal que les chefs soient, en tant qu'auxiliaire d'administration, des salariés. Mais quand vous êtes le salarié de quelqu'un, vous devenez son obligé, vous faites ce qu'il veut. Je me rappelle de ce chef de l'Ouest que je suis allé rencontrer pendant les élections présidentielles, j'étais alors candidat, et je lui demandais de me signer le papier, il me fallait 300 signatures, qui m'a répondu qu'il est chef par la volonté de Paul Biya, qu'il est sénateur par la volonté de Paul Biya et qu'il ne peut pas signer pour que j'aille me battre contre Paul Biya. Alors, cela repose le problème de la liberté de quelqu'un qui a été nommé, j'ai dit à l'entente de mon propos, que la plupart des chefs à l'Ouest, puisque c'est les chefs de l'Ouest qui nous intéressent aujourd'hui, sont devenus des auxiliaires d'administration. Et quelques rares, comme le chef Soukounjou de Bafadjou, je crois j'oublie le nom de son village, de Bamenjou, sont encore des sortes d'îlots presque isolés dans l'océan. Aujourd'hui, faites le tour à l'ouest, vous allez voir, la plupart sont, sinon des grands membres du parti au pouvoir, du moins des sénateurs ou des maires. Ce qui en fait fatalement des gens qui ne sont plus impartiaux dans des successions discutées, apolémiques, comme celle de Bangou. Qui peut résoudre le problème? Pour la Tanganyika? Évidemment, oui, dans le sens de l'administration, qui nommera celui qui dira que Paul Biya est très beau et très intelligent et très jeune. Dans la tradition, quelqu'un qui sauvegardera les valeurs du père, du grand-père qui est mort, d'après ce que disent les historiens, empoisonné à Conakry, et qui a pris fait et cause pour les nationalistes, et donc pour l'UPC, il faut dire le terme ici.
Et donc, si quelqu'un à cette époque avait pu faire cause pour lui, c'est bien que c'était un esprit libre. Et les Bamendjou, puisqu'ils veulent rester, les Bangou, puisqu'ils veulent rester des esprits libres, indépendants, oui, je crois, ont leurs intérêts, eux, à ce qu'un successeur, descendant légitime du chef mort à Conakry, arrive aux affaires. L'élite politique qui compte contrôler le chef, comme c'est le cas dans la plupart des chefferies traditionnelles à l'ouest maintenant, où voyons généralement des jeunes garçons de 15 ans, sous prétexte d'éduquer, qu'on fait monter, qu'on fait grandir dans le respect du chef de l'État et du parti au pouvoir. N'est-ce pas? Vous voyez les intronisations, il y a toujours le gouverneur, le ministre de l'administration, et toute l'élite ministérielle, ce n'est pas un fait de hasard. Et tous les cadeaux que vous voyez l'élite ministérielle amener sont cette sorte de contrôle matériel de la chefferie. On dit l'élite, par exemple, de Balengou, je prends le terme au hasard, va recevoir son chef à Douala. Alors c'est moult réceptions, moult cadeaux qui se couronnent généralement par l'arrivée du gouverneur. C'est donc que l'autorité traditionnelle a cédé le pas sur l'autorité politique. Et c'est le débat réel aujourd'hui à Bangou. Quel type de chef faut-il? Celui dirigé par l'élite politique et l'élite financière, celui dirigé par l'élite économique et l'élite politique, ou celui choisi par la lignée chevale, par le défunt chef nationaliste qui est mort à Conakry pour ses idées, pour l'indépendance totale de l'ouest de la République et du Cameroun tout entier. Alors, le débat est là, c'est le nœud gordier. Et malheureusement, chacun appartient un peu à un camp et personne n'ose vous dire de façon claire, de façon pertinente, ce qu'il faut faire. C'est le cas de le dire ici, je parlais tout à l'heure d'un défi, celui de garder les chefferies en vase clos ou de les ouvrir à la modernité. Pour dire que, pour une fois, j'ai vu, on ne va pas citer cette chefferie, ici notre but n'est pas de détruire, mais on a vu des notables qui ont pris fait et cause pour quelqu'un qui n'avait pas voix au chapitre et qui a été installé chef. On a vu des notables complètement achetés par les pouvoirs financiers, par de l'argent, par les autorités publiques et qui ont installé, je crois que c'est dans le Kouki, un chef déclaré illégitime par tout le monde. Mais c'est aujourd'hui le cas. L'ambition, voyez-vous, de ces autorités financières n'est pas neutre elle-même, qui pense qu'à l'ouest, celui qui est chef dirige la communauté, de créer quelquefois des petites régions pour en être le maire ou le chef. Je suis très proche de la famille Fosse-Victor et je vais peut-être me fâcher avec quelques-uns là maintenant, mais le désir de créer Pété, Banjoun, et le désir de maîtriser un pan de territoire pour en être, sinon le régent, un peu le chef, pour en être le maire. J'ai vu un peu la même évolution à Bayangam, paix à son âme, du temps de Choé André, qui s'est fait appeler Fomaka. Fomaka, vous parlez mieux la langue que moi, mais c'est certainement le protecteur de la lignée, le protecteur de la tribu, le protecteur des valeurs traditionnelles. J'ai vu dans la chefferie Banjoun également un titre attribué à quelqu'un qui n'est ni de loin ni de près associé à la chefferie, M. Fosse-Victor, qui est notre patriarche, notre grand frère et notre ami évidemment, mais qui s'est appelé Fouad Togabigou. Je prononce peut-être mal, mais c'est Fouad Togabigou, le chef qui va chasser et qui vient distribuer. Alors à l'ouest, tout le monde a un peu l'obsession d'être un peu chef et d'appartenir un peu à la chefferie, du fait de la dimension culturelle et traditionnelle importante qui est associée à ces titres-là. C'est le nœud gordien, comme j'ai dit, de cette affaire. Et chaque fois que l'administration a mis ses pieds dans le choix d'un chef, ça n'a jamais été de façon innocente. C'est que ce chef est devenu un auxiliaire. Et chaque fois qu'on a, en dehors de la structure traditionnelle, créé une structure financière, eh bien, il y a toujours eu un éclatement, pas dans les valeurs, mais dans l'ordre de considération, dans l'ordre de mérite. C'est vrai que les chefs n'ont plus de coup d'état. Vous avez compris parfaitement ce que je voulais dire, que quand l'administration a fait intrusion et tient le chef comme auxiliaire d'administration, les populations se cherchent une nouvelle valeur à côté, qui quelquefois est une valeur plus proche des valeurs ancestrales. Voyez le cas à Banganté, où le chef est entré ouvertement en conflit avec, je mets des grosses guillemets, des routuriers
des gens sans... Non, c'est un fait, c'est mon village, je peux les avoir autorité avec Voilà. le président du Sénat, Voilà. il ne se salue plus, il Voilà. n'existe plus à jamais à ces événements. C'est une guerre ouverte. Ouvert. Voyez-vous, parce que le pouvoir politique a essayé d'asservir le pouvoir traditionnel. Et les uns et les autres, en résistance, ont fait que la société est bloquée, est coupée en deux. J'ai vu M. Nyat allant arroser son galant de nouveau président du Sénat dire aux populations réunies: je n'accepterai pas que quelqu'un vote pour autre chose que pour le RDPC. Celui-là me trouvera personnellement en face de lui. On est parti là des valeurs protectrices de la société à des valeurs individuelles ou des intérêts individuels, bassement politiques et quelquefois bassement matériels. Je parlais du choix de s'approprier des pans entiers du territoire. Et vous savez ce que c'est la valeur terrienne à l'ouest de la République. C'est le même cas pour M. Yaki Marcel. Je parlais du cas de la chaufferie Pété-Banjoun. Vous avez vu également chez Yaki des hectares qui appartenaient à l'époque à d'autres personnes moins nantis qui sont désormais de son patrimoine. Alors, comment vous faites si M. Nyat décide, puisqu'il est contrôleur seul de ces territoires, de s'en faire le chef? C'est quelque chose de tout à fait faisable puisque c'est désormais le ministre de l'administration territoriale qui octroie le titre de chef traditionnel à quelqu'un qui gère la communauté, le territoire et les valeurs. Pour les valeurs, vous pouvez les avoir traditionnelles ou modernes aujourd'hui, mais c'est celui qui a mis l'eau dans les cuisines de toutes les mamans, qui a mis la lumière partout, que l'administration considère généralement comme étant l'élite. Monsieur Chantal, sans vous couper, la brigade anti-Sadina, quand vous êtes membre, le coordonnateur au Cameroun, on sait ce que cette brigade a fait aux chefs traditionnels, qui qualifient d'ailleurs des chefs tontinats, parce qu'il faut dire que lorsque... Et ces chefs sont interdits de séjour en France. Effectivement. Oui, oui, tous les chefs traditionnels. Est-ce que la brigade anti-Sadina doit ramener les chefs à travailler pour la restitution de la culture camerounaise? Hélas, et la brigade anti-Sardina me semble finalement le dernier repère, sauf la dernière force en présence de cette assimilation, de cet asservissement, de cet esclavagisme désormais dirigé vers les chefs traditionnels de l'Ouest. Je vous avais dit qu'il ne s'agit pas tant des chefs, mais qu'il s'agit d'un bloc qu'il faut casser. L'Ouest Cameroun est resté pour le pouvoir en place un bloc infranchissable. Parce que pour s'adresser aux populations, il faut passer par le chef, si celui-ci est légitime. J'étais moi-même candidat aux élections municipales à Yaoundé 6e en 2013 et de m'appeler Ntuile, je m'appelle Tuile, mais de m'appeler Ntuile par quelques élus du RDPC a fait que je me suis allié les votes de toute la communauté Tchap, par exemple, qui habite à Mendong et derrière maintenant jusqu'à Elomden. J'ai été convoyé par les membres des associations du dimanche, vous voyez les petites réunions du dimanche là, et où on m'a présenté dans chaque tontine comme étant celui qu'il faut voter. Voyez-vous, tant que vous êtes, pardon de dire ça comme ça, encore un bloc, vous êtes pour le pouvoir en place qui veut manipuler et prendre des voix partout, il veut une menace. Et donc, c'est cette structure traditionnelle qu'il faut briser, cette structure traditionnelle qu'il faut casser. Vous prenez à l'entente de ce propos la structure traditionnelle dans le Lamida de Garoua, où c'était les Peuls. Les Peuls de Ousmane Dan Fodio, pour entrer dans l'histoire, étaient de pro-guerriers, et qui ne cédaient en rien, surtout avec l'islam qui était un ciment. À l'ouest, on a le ciment culturel, le crâne. Le crâne est le feu sur les trois cailloux. Vous voyez les trois cailloux? Les trois cailloux, c'est les trois principes. La naissance, la mort et la résurrection à l'ouest. Quand vous prenez le crâne, ce n'est ni plus ni moins que le rite l'embaumement qui est un facteur culturel égyptien d'où sont descendus les Bamileke du Cameroun. Quand vous prenez la structure forte de la naissance, ce n'est ni plus ni moins qu'un principe égyptien qui voulait que quand un enfant est né, on attende 9 jours sans travailler, voyez-vous. Et quand vous comptez les 9 notables, évidemment, cela rend à la naissance, à la régénération, à la création. Maintenant, si vous prenez un autre principe, je parle des 3 pierres qui fondent un feu. Vous prenez le principe de la renaissance, qui est que quand quelqu'un est mort, il n'est pas mort. Pendant que nous préparions l'émission hier, nous avons fait un parallèle avec l'Afrique de l'Ouest également, avec Birago Job. Chacun sait, écoute plus souvent les choses et les êtres, la voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau, écoute dans le vent, les buissons en sanglots. C'est le souffle des ancêtres morts qui ne sont pas partis. Les morts sont dans le buisson, ils sont dans l'eau, ils sont dans le bébé. C'est-à-dire qu'il y a le principe de la régénération de la société, de la réincarnation. C'est des principes chers à l'ouest du Cameroun qui ont disparu ailleurs, qui font que quelqu'un peut prendre sur lui de prendre 10 millions à une tontine
et de promettre de remettre cela dans 2 mois, sans aucune signature, sans aucune police, et de revenir le remettre bien évidemment après ces 10 mois. Ce qui est devenu un fait exceptionnel dans une société sans repère, comme celle d'ailleurs. Je parlais de la société de Garoua, où l'administration de l'époque, celle de M. Ahidjo notamment, dont on a parlé d'une paternité discutable. Je voulais rester en dehors des conflits, tu le vois un peu maliens, d'autres tu le vois un peu nigériens, et on a pensé quelques historiens qui s'appelaient Mohamedou Badamasi Ahidjo, et que donc sa mère était de Nassarao, je crois, à Garoua, qui s'appelait, je crois, Adaka, comme ça. Et donc il y a eu ce débat autour de lui, mais le fait récurrent est que c'est les enfants des routuriers qui allaient à l'école. Pour le cas de M. Ahidjo, qui était considéré comme un, pardon de dire ça comme ça, un enfant naturel, eh bien il a été à l'école, est même venu à l'école à Yaoundé un peu, et est devenu postier. En tant que tel, a parcouru le Cameroun, et c'est sur lui que l'administration a jeté son dévolu parce qu'il échappait au contrôle de la société traditionnelle, défendresse des valeurs. La même chose que M. Kemajou dont nous parlions, qui a choisi la lutte, la libération, parce que lui, qui était, il faut bien le dire, hein, les chefs traditionnels sont plutôt, à l'ouest du Cameroun sont plutôt nantis, et non, ne sont pas spécialement pauvres, comme dans le reste des sociétés, celle de l'Est justement d'où je suis originaire. Je ne sais plus depuis combien de temps le mien chef a descendu dans l'estime des siens. J'en connais même un à côté d'ici à ça, qui est allé en prison d'avoir volé quelques manques. C'est des choses impensables à l'ouest du Cameroun. Des manques. C'est des choses impensables à l'ouest du Cameroun où le chef n'est pas le chef, est l'incarnation de la société. Alors en tant que tel, toute la communauté se met autour de lui et voit en lui la flamme de la chaufferie. En son évolution, l'évolution de la chaufferie. Alors à Garoua, M. Ahidjo, qui arrive, qui devient de nulle part, que l'administration a favorisé à s'installer durablement au pouvoir, lui donne un instrument, qui est l'instrument politique, qui est un parti politique qui s'appelle l'UC, l'Union Camerounaise. Eh bien, quand il devient député UC, d'abord, l'administration décide de l'utiliser effectivement comme sa carte, comme la carte du Nord. Dans l'administration Mbida, par après, il devient ministre de l'Intérieur, je crois, ministre de l'Intérieur, oui, et il devient après Premier ministre. Du coup, il y a face à lui le Labida de Garoua qui est trop puissant et qui oppose une puissance traditionnelle plus forte et plus structurée, plus crédible et plus légitime. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Casser cette dynamique traditionnelle. Et elle est allée fidèle à sa logique de l'administration en nommant le Lamido qui était craint, qui était déifié, membre du gouvernement. Mais quel membre du gouvernement? Vice-ministre. En nommant un autre, je crois, de Demsa, on va se rappeler au cours de notre discussion, M. Belebouba, comme un supérieur du Lamido, parce que M. Belebouba est lui ministre d'État. Pire encore, M. Tirouma Issa Bakari, je crois que Tirouma ça veut dire l'âne ou moins le griot, et que M. Issa Tirouma Bakari, lui est ministre plein. Lui est ministre plein, alors que M. le Lamido de Garoua est vice-ministre. Voyez l'embarras quand M. Tirouma va à Garoua. Il s'assoit sur la natte et chante les louanges du Lamido, parce que son père était griot et il a hérité du titre de griot auprès du Lamido de Garoua. Eh bien, arrivé à Yaoundé, c'est lui le patron du Lamido de Garoua parce qu'il est tout simplement son patron politique. Alors, c'est cela, c'est vers là que l'administration, parce que le contrôle de l'Ouest politique échappe encore à l'administration, eh bien, c'est malheureusement vers ces schémas que l'Ouest est en train d'aller. Et il me semble que c'est quelque chose, à juste titre, que la brigade anti-Sardina, dont je suis le représentant au Cameroun, doit combattre fermement. Si nous allons vers une société structurée, il faut se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions sont celles que se sont posées les Sénégalais d'une certaine époque. Tout le monde, sans doute, a lu quelques livres utiles, a lu l'aventure ambiguë, avec la question fondamentale. Nous devons aller chez les Blancs pour apprendre à lier le bois au bois, c'est-à-dire le savoir des Blancs, la science des Blancs. En retour, nous devons apprendre la langue pour lier le bois au bois, la langue de la science. Continuerons-nous à rester nous-mêmes en ayant appris la langue des autres, en ayant adopté les cultures des autres? C'est la question. La question, elle est résolue en bas, chez nous au Gabon,
chez les Ntoumou, une partie des Ntoumou du Gabon, et chez les femmes, qui disent que, quoi qu'allant vers la modernité, nous devons garder un socle traditionnel religieux. Et le buti, qui a évolué aujourd'hui, bien évidemment, est quand même d'abord les bokas. Les bokas, une sorte de culte traditionnel où on voit les gens qui sont morts, où on voit les défunts qui viennent intervenir dans les jugements des vivants. Et donc, avec l'évolution des mondes, les bokas s'est ouvert à d'autres sciences culturelles, ésotériques, occidentales, la franc-maçonnerie notamment, pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui le buti, c'est-à-dire un mélange de franc-maçonnerie et des bokas. Si l'Ouest politique a décidé de céder le flanc, si l'Ouest traditionnel s'est ouvert, il faudra trouver une synthèse pour ne pas perdre complètement l'Ouest traditionnel qui est un repère et une valeur à préserver. D'accord, une valeur à préserver. Merci pour le brillant exposant. Je dirais que vous êtes également historien et c'est intéressant avec cette culture générale. Je suis passionné par l'Ouest du Cameroun, dont on m'a accusé d'être originaire à une certaine époque. Et je me suis dit, celui qui me disait, va chez vous à Bafang, tu t'appelles Huileux. Et je lui ai dit, je suis né à Bimassi, je suis donc autochtone d'ici. Parce que lui qui me disait cela était lui-même un Voatengue. Et les Voatengue sont originaires de Kribi. Et donc lui-même est un allogène ici au même titre que moi. Alors, merci encore. C'est un sujet très passionnant. Nous promettons de revenir dessus parce que il y a de nombreuses révélations à faire. Malheureusement, on n'a pas pu avoir des personnes. Je crois hier, il y a quelqu'un qui a promis d'intervenir. Malheureusement, je ne vois pas la personne. Il y a un certain député junior qui dit qu'il va intervenir. D'ailleurs, le nom de quelqu'un, ce n'est pas député junior. Et lorsqu'on veut faire certaines interventions, il faut vous bien la. Et je parlais tout à l'heure, Paul, de l'intrusion du politique. Il n'a pas dit je suis le fils de Nana ou le fils de Ndjoumessi. Il a dit, tiens, pourquoi je parle de Ndjoumessi? On parle de grands conflits financiers là-bas, de 27 milliards qu'il faut encore polémique. Oui, c'est un sujet très important. Il faut encore polémique, il faut encore polémique. Il a dit je suis député junior. C'est-à-dire que de ce jeune garçon, on a enlevé l'idée qu'il est d'abord le membre d'une communauté, mais il est le titre que l'administration lui a concédé. Voyez-vous, sans élection évidemment. Donc il est un instrument entre les mains de l'administration. C'est vers là qu'il faut éviter d'aller. D'accord. Encore merci, nous allons revenir dessus le jour à venir. Et effectivement, vous parlez du cas de Gano Ndjoumessi. Nous vous promettons également un grand déballage dessus du côté des ministres du ministère des Travaux publics. Tout un grand déballage. Je pense que ce déballage pourra avoir lieu d'ici demain ou après-demain. Donc, restez scotchés. Tout un grand déballage sur Gano Ndjoumessi, notamment les chantiers de la CAP.